Comment sait-on à quoi ressemblaient les dinosaures? Grâce à un certain film, peut-être. Jurassic Park. Aurait-il façonné notre vision des dinosaures? Ces prédateurs immenses et ancestraux exercent sur nous une étrange fascination. Est-ce parce qu'on ne peut les comparer à aucune autre créature sur Terre? À moins que... C'étaient de véritables monstres. Et ce qui nous fascine, c'est qu'ils ont vraiment existé. Des monstres qui ont vécu sur Terre il y a 65 millions d'années. Alors comment peut-on être sûr de leur apparence? On a fait de nombreuses découvertes ces 20 dernières années. Mais Jurassic Park a déjà plus de 30 ans. Alors à quel point la vision de Spielberg reflète-t-elle la réalité? Les dinosaures ont la cote auprès de beaucoup d'enfants. Pas étonnant qu'ils aient une image très précise de ce à quoi ressemblait leur dino préféré. Mais il y a un hic. Déjà quand j'étais enfant, je savais que les dinosaures n'avaient jamais cessé d'évoluer. Welcome to Jurassic Park. Pas de doute, Jurassic Park a ancré une certaine image des dinosaures dans l'imaginaire collectif. Jurassic Park est une sorte de cliché instantané qui est un mélange du début de la résurrection des dinosaures et de l'image qu'on s'en faisait à la fin du XXe siècle. Et s'il y a bien un dinosaure qui nous a marqués, c'est lui, le Tyrannosaurus Rex. Mais ressemblait-il vraiment au monstre immense et terrifiant du film? Pour en avoir le cœur net, il faut revenir aux bases de la paléontologie, les fossiles. Ce que je trouve le plus fascinant, c'est de pouvoir reconstituer un animal tout entier à partir d'un simple os. C'est incroyable de pouvoir redonner vie à un fossile et de comprendre comment l'animal évoluait dans son environnement. Il ne reste que l'ossature. Les parties molles, la moelle osseuse, les cellules, tout ce qui entourait l'os ont disparu et ont été remplacés par des sédiments. À qui pouvait bien appartenir cet effrayant squelette? Eh bien... à lui. Autant dire que la paléontologie ne se résume pas à un simple puzzle d'ossements. On sait toutefois plusieurs choses sur le T-Rex. Ce prédateur possédait des dents de 10 cm de long et pouvait causer une morsure 3 fois plus puissante que celle d'un requin blanc. Il mesurait 12 mètres de long, de la tête à la queue. En position debout, il atteignait 6 mètres de haut et pouvait peser jusqu'à 9 tonnes, soit plus que 2 éléphants. Jusque-là, tout colle avec le T-Rex de Jurassic Park. Mais... on pense souvent que son squelette n'était recouvert que d'une fine couche de peau et que les muscles prenaient peu de place. Mais grâce aux outils modernes, les reconstitutions ont révélé davantage de tissus mous, comme des lèvres couvrant les dents de l'animal, des grosses joues, un cou plus charnu et des membres plus massifs. De quoi faire du T-Rex une créature bien moins effrayante. Mais d'ailleurs, s'agissait-il vraiment d'un prédateur? Une étude de 2003 révèle que cet animal se nourrissait peut-être de charognes. Certes, des restes de dinosaures ont été retrouvés dans l'estomac de certains fossiles de T-Rex. Mais les avait-ils tués? Ou étaient-ils déjà morts? Il est très difficile de déduire le comportement d'un animal à partir d'un fossile. Il y a environ 10 ans, on a découvert une vertèbre d'hadrosaure avec une dent de T-Rex plantée dedans. Ce qui prouve que l'animal était encore en vie lorsqu'il s'est fait mordre. Au moment où il a tenté de s'échapper,
La dent du T-Rex a dû se briser et rester coincée dans son os. Pris en flagrant délit après 70 millions d'années. Cette dent était la preuve qu'il fallait. Le T-Rex était donc bien un prédateur. 1 point pour Spielberg et Jurassic Park. Must go faster. À un détail près. En réalité, cette scène n'est pas plausible, car le T-Rex pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 20 km/h. Et même si une Jeep avait roulé à cette vitesse, le T-Rex aurait probablement été plus lent. Mais alors, comment calculer la vitesse d'un dinosaure ? Pour calculer cela, nous utilisons des empreintes fossilisées. En mesurant la distance entre les pas, la démarche de l'animal et la hauteur de sa hanche, on applique une formule qui nous permet d'estimer sa vitesse. En fait, je doute qu'un T-Rex puisse rattraper une voiture. Peut-être un cycliste, à la rigueur. Rappelons que Jurassic Park est un film hollywoodien, pas un documentaire scientifique. Ce qui explique aussi ceci. J'ai toujours trouvé absurde, dans les films ou dans les dessins animés, qu'un T-Rex annonce sa présence en rugissant. Un prédateur a en effet tout intérêt à se faire discret s'il veut maximiser ses chances d'attraper une proie. Mais cela signifie-t-il pour autant que le T-Rex se déplaçait totalement sans bruit ? Des analyses de l'oreille interne du T-Rex ont révélé qu'il avait une bonne audition, ce qui laisse penser qu'il pouvait probablement émettre des cris ou des sons. Mais après 65 millions d'années, comment peut-on savoir à quoi ces derniers ressemblaient ? Dans Jurassic Park, le cri du T-Rex est un mélange de grognements d'alligator, de barrissements d'éléphanteaux et de rugissements de tigre. Selon les recherches actuelles, son vrai cri se situerait quelque part entre celui d'un crocodile et celui d'un oiseau. Il est toutefois peu probable que le T-Rex ait gazouillé. D'ailleurs, aucun organe vocal gazouillant n'a jamais été identifié dans un fossile de tyrannosaure. De plus, les chercheurs ont établi un lien clair entre la taille d'un animal et la fréquence de sa voix, car la longueur de ses cordes vocales varie en fonction de sa corpulence. Les grands animaux, eux, émettent des sons de basse fréquence. Le T-Rex était 2 fois plus gros qu'un éléphant. Or, on sait que les pachydermes, outre leurs fameux barrissements, communiquent aussi par infrasons, à savoir des sons si graves qu'ils sont imperceptibles à l'oreille humaine. L'infrason parcourt de longues distances et peut même se propager à travers une jungle épaisse. Peut-être que nous n'aurions pas entendu le T-Rex communiquer. Mais que nous aurions quand même ressenti sa présence. Quelques corrections s'imposent donc sur le portrait du T-Rex dressé par Spielberg. Le vrai tyrannosaure était en effet plus massif, plus lent et plus discret que celui de Jurassic Park. Mais au fait, on a souvent entendu dire ces dernières années que les dinosaures avaient des plumes, non ? Dans le film Jurassic World, le monde d'après, cette caractéristique a bien été prise en compte dans le scénario. Mais dans le premier volet de la saga sorti en 1993, les dinosaures ressemblaient encore à d'immenses lézards totalement dépourvus de plumes. Jurassic Park est sorti à une époque où les gens avaient encore une vision obsolète des dinosaures. Le film propose en quelque sorte un compromis entre les théories modernes exposées dans le roman de Michael Crichton Jurassic Park et ce que le public s'attendait à voir au cinéma. Mais tous les dinosaures avaient-ils réellement des plumes ?
L'image du reptile à écailles est-elle définitivement dépassée? Et comment peut-on en être aussi sûr alors que les tissus mous ne se conservent pas dans les fossiles? Pas de peau, pas d'écailles, et donc pas de plumes. Certains fossiles, appelés momies en paléontologie, conservent non seulement le squelette de l'animal, mais aussi des empreintes de peau sur la carcasse. Parfois, un fossile est bien plus qu'un simple os pétrifié. Un premier spécimen de ce type a été découvert au début du XXe siècle. L'Edmontosaurus est le premier cas connu où des facteurs environnementaux ont stoppé très rapidement la décomposition de la carcasse. Après sa mort, les conditions locales ont permis à la peau et au tissu mou de l'animal de sécher très rapidement dans l'os. Lorsqu'un fossile se forme, une série d'événements assez improbables doit se produire en même temps pour qu'un tel phénomène puisse avoir lieu. Après cette incroyable découverte, une chose était sûre. Les dinosaures avaient bien des écailles, exactement comme dans Jurassic Park. Jusqu'à ce qu'une nouvelle trouvaille vienne tout chambouler. Un véritable jackpot pour les paléontologues, obtenu une nouvelle fois grâce à une série de coïncidences. 3 ans seulement après la sortie du film sur grand écran, un nouveau spécimen ayant vécu bien avant le T-Rex a été mis au jour. Son nom, Sinosauropteryx. Cette précieuse découverte a conduit les chercheurs à revoir leur copie, car cet animal arborait indéniablement des plumes. Ces fossiles chinois proviennent probablement d'un écoulement pyroclastique, c'est-à-dire qu'ils ont été préservés dans des cendres volcaniques. Les cendres sont des sédiments extrêmement fins qui permettent de conserver des détails remarquables. Dans cette région de la Chine, grâce à la finesse exceptionnelle des cendres qui ont figé ces structures avec une grande précision, les fossiles ont conservé des plumes. Sinosauropteryx a révolutionné la recherche sur l'évolution. Autrefois, on classait simplement les fossiles en 2 catégories, les dinosaures et les oiseaux. Puis on débattait pour savoir comment les répertorier. Mais ce spécimen a forcé tout le monde à regarder la réalité en face. Il pouvait être les 2 à la fois. Comment ça, les 2 à la fois? On nous a certes toujours dit que dinosaures et oiseaux étaient apparentés. Mais depuis quand apparentés signifie-t-il identique? Et cela veut-il aussi dire que les reptiles n'ont plus aucun rôle à jouer dans l'histoire? Pour le savoir, penchons-nous un instant sur un arbre phylogénétique. Un arbre phylogénétique est une représentation graphique qui permet de retracer l'évolution des espèces. La branche principale de l'arbre montre la lignée de leurs derniers ancêtres communs. Au point de bifurcation, les espèces animales évoluent chacune dans leur propre direction. Chez les dinosaures et les reptiles, plus précisément les crocodiles, le dernier ancêtre commun était un reptile qui appartenait au groupe des archosaures, il y a environ 250 millions d'années. C'est à partir de là que les dinosaures et les crocodiles ont évolué chacun dans leur sens. Mais les dinosaures ne se sont pas contentés d'une seule branche. Ils se sont diversifiés en plusieurs groupes, comme par exemple les ornithischiens, les sauropodes ou encore les théropodes. Et à un moment donné, une branche a donné naissance aux oiseaux. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Nous pensions identifier un oiseau à ses caractéristiques distinctives. Logique. Si un animal possède les propriétés d'un oiseau, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un oiseau. Mais de nombreuses caractéristiques spécifiques, comme le fait de pondre des œufs, se retrouvent aussi chez les dinosaures. Les plumes, en revanche, ont longtemps été considérées comme un critère déterminant pour distinguer les oiseaux des dinosaures. À la fin du 19e siècle, des empreintes à 3 doigts ont été découvertes dans le Connecticut. Certaines semblaient même porter des traces de plumes. Cette découverte a aussitôt suscité un vif débat. Pouvait-elle réellement provenir d'un reptile? L'hypothèse la plus largement admise à l'époque était qu'il s'agissait d'empreintes d'oiseaux. Jusqu'à ce que l'on découvre qu'elles provenaient en réalité d'un dinosaure.
Le fossile de Sinosauropteryx n'était donc pas le premier à révéler la présence de plumes. C'était uniquement le premier spécimen immédiatement identifié comme dinosaure. Et ce ne sera pas le dernier. Ces découvertes majeures mettent en évidence une chose. La séparation nette entre dinosaures et oiseaux n'existe pas. Autrefois, on avait une vision rigide des choses et on mettait tout dans des cases. Aujourd'hui, on est confronté à des frontières plus fluides et à une nature bien plus complexe. Reptiles, dinosaures, oiseaux. Cette classification est une invention humaine. Mais qu'en est-il du T-Rex? S'agissait-il en réalité d'un gigantesque poulet prédateur? C'est un peu comme si vous me demandiez qui est la meilleure, Taylor Swift ou... Chacun a une opinion bien arrêtée sur la question. Jusqu'à présent, aucun fossile de T-Rex n'a été découvert avec des plumes. Peut-être parce que personne ne les a vraiment cherchés. Autrefois, tout le monde ne s'intéressait qu'aux os fossilisés. Il est probable que les traces de plumes aient tout simplement été détruites parce que personne n'imaginait qu'elles pouvaient se conserver. Lorsque les outils les plus simples ne permettent pas de révéler les détails nécessaires, on utilise souvent un sablage qui ne laisse subsister que les parties cristallines, c'est-à-dire les os et les minéraux. Sans que personne ne s'en rende compte, des empreintes de plumes ont donc pu être détruites à maintes reprises. Les fossiles traités de cette manière ne nous seront donc d'aucune aide. Mais peut-être que l'étude des liens de parenté du T-Rex nous en apprendra davantage. Nous utilisons un arbre phylogénétique pour déterminer le degré de parenté entre différentes espèces en fonction de leurs caractéristiques anatomiques. Plus la distance entre les branches de l'arbre est courte, plus la ressemblance anatomique entre les espèces est grande. Et plus il devient facile d'établir des comparaisons entre les espèces, même quand on ne dispose pas de fossiles complets. Prenons le T-Rex. Il est très proche de Sinosauropteryx, ce qui laisse fortement penser qu'il était lui aussi doté de plumes. Mais à quoi aurait-elle bien pu lui servir? Certainement pas à voler, non? De nombreux dinosaures portaient de très petites plumes de seulement 1 cm de long. De toute évidence, elles ne leur servaient pas à voler. Sans parler de leur masse imposante. Les oiseaux utilisent aussi leurs plumes pour se tenir chaud. Mais les dinosaures étaient-ils des animaux à sang chaud ou plutôt à sang froid, comme les reptiles? Nous savons que les dinosaures étaient capables de maintenir leur température corporelle à un niveau assez élevé, notamment grâce à leur taille imposante. C'était pour eux un immense atout. Cette gigantothermie nécessitait certes une grande quantité de nourriture, mais elle leur permettait d'être très actifs, de se déplacer rapidement et d'être moins dépendants des conditions extérieures qu'un reptile, par exemple. Le T-Rex n'était donc probablement pas sensible au froid. Je ne pense pas que le T-Rex était recouvert d'un épais plumage. Mais s'il avait des plumes, elles lui servaient probablement à impressionner ses congénères ou à communiquer avec eux. Il devait alors avoir quelques plumes isolées, peut-être sur la queue, les épaules ou la tête, ou un léger duvet résiduel. Si le T-Rex avait des plumes, c'était donc sûrement pour l'apparat. Après tout, les oiseaux d'aujourd'hui s'en servent encore pour séduire. Mais ces dinosaures étaient-ils également colorés? Comment pourrait-on en avoir le cœur net? En 2016, des chercheurs ont cru percer le mystère du code couleur des dinosaures. Et ce, grâce aux psittacosaures. Ce spécimen nous est parvenu dans un état exceptionnel grâce à une série de circonstances favorables. Nous avons retrouvé non seulement son squelette, mais aussi une grande partie de sa peau, ainsi que des plumes exactement aux endroits où elles devaient se trouver sur son corps. Ce fossile nous a offert un aperçu remarquablement précis de l'apparence qu'avait l'animal de son vivant. Et ce n'est pas tout. On a également découvert d'étranges particules,
les mêmes que celles retrouvées dans d'autres fossiles depuis les années 1980. Il y avait de minuscules granules partout. J'en avais même découvert dans des fossiles que j'avais analysés dans le cadre de ma thèse. Pendant 20 ans, leur forme et leur nombre ont conduit les scientifiques à les considérer simplement comme des bactéries de décomposition. Et cette découverte a bouleversé le monde de la paléontologie. Il ne s'agissait pas de bactéries de décomposition, mais de granules de mélanine. La mélanine est le pigment le plus répandu dans le règne animal. Chez les vertébrés, c'est-à-dire les animaux dotés d'une colonne vertébrale, la mélanine est enfermée dans de minuscules granules appelés mélanosomes. Les mélanosomes sont toujours présents dans le corps des animaux aujourd'hui. Chez les oiseaux, par exemple, ils influencent la couleur de leur plumage. Dans les plumes noires, les mélanosomes sont allongés et ont la forme de petites saucisses de Francfort. Alors que dans les plumes orangées ou rougeâtres, ils sont ronds et ressemblent à de minuscules ballons de football américain. Chez le Psittacosaure, on a retrouvé des mélanosomes non seulement dans les os fossilisés, mais aussi dans les plumes de la queue. Des chercheurs de l'Université de Bristol et de l'Institut Senckenberg de Francfort ont comparé leur forme à celle des mélanosomes des oiseaux modernes. Résultat, le code couleur des dinosaures semblait enfin déchiffré. Jamais la reconstitution d'un dinosaure n'avait été aussi fidèle à la réalité. Mais il y a un hic. Lors d'expériences de fossilisation en laboratoire, nous avons soumis des plumes d'oiseaux modernes à des températures et des pressions extrêmes, similaires à celles subies par un fossile enfoui en profondeur dans la croûte terrestre. Et nous avons constaté sans surprise que les mélanosomes rétrécissaient et changeaient de forme. Il est donc impossible de les comparer à ceux des fossiles vieux de plusieurs millions d'années. Sans compter qu'un autre élément est venu modérer l'enthousiasme des chercheurs. Lorsque nous découvrons des mélanosomes, nous devons déterminer leur origine avec précision, car ils pourraient provenir de tissus internes qui ne nous apprendraient absolument rien sur la couleur de peau de l'animal. Même si les mélanosomes peuvent fournir des indices sur la couleur des dinosaures, ils ne permettent pas d'en tirer des conclusions définitives. Et pourtant, leur découverte contribue à compléter peu à peu le puzzle des dinosaures. Car il semblerait qu'ils aient déjà permis de résoudre une autre énigme préhistorique. Mais celle-ci ne date pas de l'ère des dinosaures. Elle est encore plus ancienne. Il existe une créature très étrange, baptisée monstre de Tully, qui date du Carbonifère supérieur. Sa classification a fait débat au sein de la communauté scientifique. Il ressemble en effet à un ver, doté d'une longue trompe, muni de dents à son extrémité. Il possède aussi des yeux au bout de tiges qui émergent de sa tête. C'est un spécimen hors du commun. Un fossile de cet étrange animal est découvert en 1958 dans l'Illinois par un certain Francis Tully. À ce jour, cette créature reste une énigme, au point qu'on ignore encore où se situe le haut et le bas de son corps. Mais c'est principalement sa classification dans le règne animal qui intrigue les chercheurs. S'agirait-il d'un arthropode, d'un mollusque ou bien de toute autre chose ? Nous avons analysé la forme et la composition chimique des mélanosomes. Et nous avons découvert que ceux présents dans les yeux des vertébrés sont chimiquement très différents de ceux des mollusques, comme les calmars, les céphalopodes et les pieuvres. Parmi toutes les hypothèses, la plus plausible serait que le monstre de Tully ait probablement été un céphalopode. C'est là que réside tout le potentiel des mélanosomes. Ils pourraient nous aider à mieux situer chaque nouveau fossile ou chaque espèce encore mal connue dans l'arbre phylogénétique.
De quoi nous permettre d'affiner davantage notre connaissance du monde des dinosaures. Nous pouvons utiliser les caractéristiques des mélanosomes, leur forme, leur composition chimique, pour identifier les étapes clés de l'évolution, telles que le passage des amphibiens aux reptiles, voire peut-être même la transition des dinosaures aux oiseaux. C'est un sujet sur lequel nous planchons activement. Et je parie que nous finirons par trouver les réponses à nos questions. Le mystère du monstre de Tully nous prouve encore une chose. Si nous souhaitons vraiment comprendre les dinosaures, nous ne devons pas nous focaliser uniquement sur eux. Ce ne sont pas les seuls protagonistes de leur écosystème. Ils n'en sont qu'une partie. Aujourd'hui, nous nous posons de nouvelles questions sur les paléo-environnements, la paléoécologie et la paléogéographie. Nous nous demandons par exemple à quoi ressemblait la planète à une époque où il n'y avait ni herbes, ni abeilles, ni fleurs. Pour mieux cerner les dinosaures, les chercheurs ne se contentent plus d'étudier leurs restes fossiles. Ils s'intéressent aussi à l'environnement dans lequel ils évoluaient. On a longtemps perçu les dinosaures comme des créatures tropicales vivant dans la jungle. Mais notre vision a évolué. Certains affrontaient l'hiver, voire migraient vers le sud pour échapper au froid. Dans le film Jurassic World, le monde d'après, ces nouveaux éléments sont pris en compte. Bien qu'on puisse tout de même se demander si ces spécimens sont assez équipés pour ne pas craindre le froid. Je pense que nous percerons certains des grands mystères qui nous occupent aujourd'hui dans les 20 à 40 prochaines années. Mais nous ferons alors face à de nouvelles énigmes qu'il faudra résoudre. Et oui, la paléontologie aussi n'a la réponse qu'à presque tout. Et il y a fort à parier que les dinosaures n'ont pas fini de nous intriguer.